Mon mari a essayé de donner notre bébé à sa sœur parce que j'étais inapte à être mère. Je lui ai donné 2 choix. Mon mari, Nat, et moi avions tout essayé pendant 3 ans pour avoir un bébé. 2 fausses couches, d'innombrables traitements de fertilité, et enfin, notre fille, Lily, est née en bonne santé à 38 semaines. Les premiers jours à la maison étaient un rêve. Nat se levait avec moi pour les tétés de 3 heures du matin, me racontant des histoires sur l'intensité de notre désir pour elle. Sa famille nous a organisé une grande fête de bienvenue. Tout le monde était aux anges, surtout sa sœur, Rachel, qui essayait d'avoir des enfants depuis plus longtemps que nous, sans succès. Elle a tenu Lily pendant des heures, refusant de la poser même quand elle pleurait. Je pensais que c'était beau de la voir aimer autant son rôle de tante. Puis Rachel a commencé à venir tous les jours. Au début, elle apportait de la nourriture et aidait avec le linge, ce qui était vraiment utile. Mais après 2 semaines, les choses ont basculé dans l'étrange. Elle se présentait à 6 heures du matin, prétextant vouloir me laisser dormir, mais je la trouvais assise dans la chambre de bébé, fixant Lily dans son berceau. Elle a commencé à appeler Lily mon bébé au lieu de ma nièce. Lorsque je la corrigeais, elle se moquait et me disait que j'étais trop sensible à cause de mes hormones postpartum. Un matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé que Rachel avait complètement réaménagé la chambre de bébé, affirmant que l'ancienne disposition n'était pas propice au bon développement de l'enfant. Nat a dit qu'elle était juste excitée et voulait aider. Rachel a ensuite commencé à venir pendant les heures d'alimentation de Lily. Elle s'asseyait juste à côté de moi, me regardant allaiter, disant qu'elle apprenait pour quand elle aurait son propre bébé. Elle a acheté du lait maternisé et a insisté pour que je passe au biberon, disant que l'allaitement me rendait trop fatiguée pour être une bonne mère. Quand j'ai refusé, elle a dit à Nat que j'étais têtue et que je faisais passer ma fierté avant les besoins de Lily. Il m'a réellement demandé d'y réfléchir. Le point de rupture a eu lieu lorsque je suis revenue d'un rendez-vous chez le pédiatre. J'ai trouvé Rachel et Nat dans le salon avec des papiers étalés partout. Rachel avait imprimé des articles sur la dépression postpartum, et ils étaient en train de dresser une liste de mes symptômes, des symptômes que je n'avais absolument pas. Elle a dit que j'avais l'air dépassée et que j'avais peut-être besoin de plus d'aide que je ne voulais l'admettre. Nat acquiesçait comme un idiot. Ce soir-là, Nat s'est assis avec moi et m'a dit que Rachel avait offert de prendre Lily chez elle pendant quelques semaines pour me donner une pause. Pas du babysitting, mais l'emmener à sa maison, à 1 heure de route. J'ai demandé s'il avait perdu la tête. Il m'a répondu que ma réaction prouvait le point de Rachel en me montrant sur la défensive. Je lui ai dit que s'il suggérait à nouveau de donner notre bébé, il parlerait à des avocats en divorce. Il a dormi sur le canapé. Rachel a appelé le lendemain en pleurant, disant qu'elle voulait seulement aider et que je l'empêchais de voir sa nièce. Elle a dit que la famille devait s'entraider et que j'étais égoïste. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit que peut-être qu'elle ferait une meilleure mère pour Lily, puisqu'elle appréciait réellement le cadeau d'un enfant. J'ai raccroché. Ce week-end-là, la mère de Nat a appelé, disant que Rachel lui avait dit que j'étais en difficulté et que je refusais de l'aide. Elle a offert de venir rester chez nous pour s'assurer que Lily soit bien prise en charge. Puis le père de Nat a appelé avec le même discours, puis son autre sœur. Rachel avait dit à toute la famille que j'étais une mère inapte. La semaine suivante, j'ai découvert que Rachel disait à ses amies qu'elle allait bientôt adopter un bébé. L'une d'entre elles m'a félicité à l'épicerie pour être une belle sœur aussi altruiste. C'est là que j'ai su que cela n'avait jamais été de l'aide. Rachel voulait mon bébé et essayait de manipuler tout le monde pour y arriver. J'ai commencé à tout enregistrer. Chaque visite, chaque conversation, chaque message. Je me suis souvenu de l'application du moniteur pour bébé sur mon téléphone qui enregistrait le son et la vidéo. J'ai obtenu des enregistrements d'elle disant que Lily serait mieux avec une mère qui la méritait et de Nat acceptant que je semblais trop attachée au bébé. J'ai invité Rachel à prendre un café pour faire la paix. Elle est arrivée avec une amie assistante sociale qu'elle avait convaincue de faire un bilan de bien-être basé sur des mensonges concernant l'insalubrité de notre maison. L'amie n'a eu qu'à regarder notre chambre impeccable, notre cuisine bien approvisionnée et notre bébé heureux pour dire à Rachel d'arrêter de lui faire perdre son temps. J'ai feint la confusion et j'ai demandé ce que Rachel lui avait dit. L'assistante sociale a expliqué que Rachel prétendait que le bébé était négligé. J'ai alors commencé à pleurer, sortant tous les messages où Rachel disait qu'elle voulait prendre Lily. L'assistante sociale a dit à Rachel qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle et est partie. J'ai dit à Rachel de sortir. Quand Nat est rentrée, j'étais dans l'embrasure de la porte, le téléphone à la main, avec tous les enregistrements prêts à jouer. Il me regardait depuis le canapé, les yeux rouges. Je l'ai interpellé. Je lui ai donné exactement 2 choix, et il devait en choisir un maintenant. Faire ses valises et quitter notre maison ce soir. S'asseoir et écouter pendant que j'expliquais toutes les manières dont il nous avait trahis, moi et notre fille. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais je l'ai coupé court et lui ai ordonné de choisir. Il s'est enfoncé dans le canapé et a dit qu'il écouterait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé les enregistrements, montant le volume. Le premier enregistrement laissait entendre Rachel dire que Lily serait mieux avec quelqu'un qui comprenait vraiment quel cadeau elle était, suivi par la voix de Nat acceptant que j'étais trop attachée. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Il a essayé d'interrompre,
mais je l'ai repoussé. J'ai passé un enregistrement après l'autre. Rachel disant que j'étais trop fatiguée pour être une bonne mère, Nat étant d'accord. Puis celui où il parlait de ma défensive, comme preuve que je n'étais pas saine d'esprit. Enfin, celui où Rachel parlait de la psychose postpartum et que Nat n'avait pas cherché à la contredire. Il a pleuré, se cachant le visage, affirmant qu'il ne le pensait pas, que Rachel s'inquiétait juste et qu'il pensait qu'elle avait de bons arguments. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je lui ai demandé directement s'il pensait réellement que j'étais une mère inapte ou s'il était juste trop faible pour tenir tête à sa sûre. Il a dit qu'il n'avait jamais pensé que j'étais inapte, mais que les inquiétudes de Rachel l'avaient fait douter. Je lui ai dit. Ce n'est pas ainsi qu'on est parent. On ne confie pas son bébé de 3 semaines à quelqu'un d'autre pendant des semaines parce qu'on est fatigué. Et que demander de prendre notre fille n'était pas de l'aide, c'était tenter de me remplacer. Voici ces 2 choix réels. Aller en thérapie avec moi, une vraie thérapie familiale, et couper tout contact avec Rachel jusqu'à ce qu'elle reçoive elle-même une aide professionnelle. Je contacte un avocat en divorce le lendemain matin pour la garde exclusive de Lily. Il a dit que je n'étais pas sérieuse. J'ai ri durement et je lui ai dit qu'il avait jusqu'au matin pour décider. Je prenais les sacs pour Lily et moi et nous allions chez ma mère ce soir. Il n'était pas le bienvenu. Je suis allée chercher les affaires de Lily, puis les miennes, et j'ai pris Lily de son berceau. Je l'ai serrée contre moi, le cœur battant. Je l'ai emmenée dans le salon, où Nat était de nouveau assis sur le canapé, fixant le vide. J'ai appelé ma mère, Nathalie, et je lui ai demandé de venir me chercher, maintenant. Elle a dit qu'elle serait là dans moins d'1 heure. Quand elle est arrivée, elle n'a rien dit à Nat, mais elle m'a serrée dans ses bras. Tu fais ce qu'il faut. Ce que Rachel et Nat ont fait est complètement mal, et tu as tous les droits de protéger ton bébé. Chez ma mère, j'ai finalement craqué. Ma mère a pris Lily pendant que je pleurais sur le lit d'amis, relâchant toute la peur et la colère accumulée. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais fait confiance au comportement de Rachel lors de la fête et qu'elle avait raison de protéger Lily. J'ai ignoré les 6 appels de Nat cette nuit-là. Ma mère m'a dit qu'il devait faire face au poids réel de perdre potentiellement sa famille. Le lendemain matin, des coups violents ont retenti à la porte. Il était 7 heures, et c'était Rachel qui hurlait que je l'empêchais de voir sa nièce. Ma mère a appelé la police. J'ai enregistré les cris frénétiques de Rachel. Un officier est arrivé. Rachel a tenté de le bousculer en pleurant, affirmant que j'avais volé sa nièce. L'officier lui a demandé si Lily était son enfant et si elle avait des droits de garde. Elle a répondu non aux 2 questions. Il lui a dit qu'elle devait partir immédiatement ou qu'il l'arrêterait pour intrusion et harcèlement. L'officier a pris note de tous les enregistrements et a confirmé que le comportement de Rachel s'apparentait à du harcèlement et du harcèlement criminel. Vers midi, Nat est arrivé chez ma mère. Il avait l'air terrible. Il m'a dit qu'il nous avait choisis. Il ferait tout, couper Rachel, aller en thérapie. J'ai dit que les mots étaient faciles, je voulais de l'action. Il a dû appeler ses parents immédiatement, devant moi, et leur dire la vérité. Son père, Hugo, a répondu. Lorsque Nat a commencé à expliquer la tentative de Rachel de prendre Lily, Hugo l'a interrompu, disant que Rachel traversait une période difficile et que nous devions être compréhensifs. J'ai pris le téléphone. J'ai expliqué qu'en raison de mes propres fausses couches, je comprenais la douleur de l'infertilité, mais que cela ne donnait pas à Rachel le droit d'essayer de prendre mon bébé. Hugo et Elodie, la mère de Nat, ont tenté de me faire taire, disant que j'étais dramatique. J'ai dit qu'il pouvait soit accepter que Rachel ait besoin d'aide sérieuse, soit se joindre à elle sur la liste des personnes interdites d'approcher ma fille. 2 jours plus tard, Nat et moi avons rencontré Grégory, le thérapeute familial. Grégory a aidé Nat à comprendre à quel point il m'avait trahi et comment sa famille le conditionnait à normaliser les violations de limites de Rachel. J'ai engagé une avocate, Christina Watkin, pour entamer le processus d'ordonnance d'éloignement. Elle m'a conseillé d'envoyer d'abord une lettre formelle de cessation et d'abstention à Rachel, ce que nous avons fait. Elodie a rappelé quelques jours plus tard, avouant qu'elle aurait dû forcer Rachel à se faire soigner des années plus tôt. J'ai maintenu ma position. La sécurité de Lily était ma priorité. Nat a commencé une thérapie individuelle. Il a enfin compris comment sa famille le poussait à éviter le conflit au détriment de notre sécurité. Il a commencé à montrer des changements réels et constants. Il coupait tout contact avec sa famille lorsqu'ils essayaient d'interférer et s'impliquaient sans que je lui demande. 3 semaines après mon ultimatum, son avocate m'a contacté. La thérapeute de Rachel demandait une séance de médiation pour que Rachel s'excuse et assume ses responsabilités. L'idée de la revoir me terrifiait. J'ai parlé de la demande de médiation à Grégory, qui m'a rassurée. Si Rachel acceptait une responsabilité réelle et non de simples excuses creuses, cela pourrait m'apporter une clôture. La séance aurait lieu au bureau de Christina, avec la présence de nos avocats et de la thérapeute de Rachel, garantissant ma protection totale. J'ai accepté à contre-cœur, animée par le besoin de la regarder en face et de lui dire l'impact de ses actes. La médiation s'est déroulée un mardi matin froid. Rachel est entrée, les traits tirés, l'air d'avoir vieilli de plusieurs années. Elle s'est assise à la grande table de conférence, son corps secoué de sanglots avant même que quiconque ne parle.
Lorsqu'elle a finalement pris la parole, sa voix était brisée. Elle a avoué avoir passé le dernier mois en thérapie intensive pour comprendre ses actions. Elle a admis s'être convaincue que je ne méritais pas Lily, car ma réussite à porter un enfant en bonne santé avait brisé quelque chose en elle après ses propres pertes. Elle avait commencé à croire que l'univers avait fait une erreur, que Lily aurait dû être son enfant. Elle savait maintenant qu'elle avait manipulé tout le monde, menti sur mon aptitude et retourné la famille contre moi. Elle a reconnu qu'il n'y avait aucune excuse, expliquant qu'elle était tellement consumée par sa propre douleur qu'elle avait cessé de me voir comme une personne réelle. J'ai écouté ce déversement, ressentant un mélange complexe de colère et de pitié. J'ai dit à Rachel que j'étais sincèrement désolée pour sa douleur, connaissant l'enfer de l'infertilité. Mais j'ai maintenu ma position. Tu as essayé de voler mon bébé, et ce n'est pas quelque chose que je peux pardonner parce que tu souffres. J'ai accepté d'envisager des contacts surveillés dans un avenir lointain, si et seulement si elle restait en traitement et respectait strictement les limites, mais sans faire de promesses. J'ai insisté sur le fait que Lily était ma fille et que cela ne changerait jamais. Rachel a signé sans discussion un document juridique officialisant. 6 mois de non-contact absolu, thérapie continue avec fourniture de la documentation à Christina, et tout contact futur exclusivement par des canaux surveillés avec mon consentement explicite. En sortant du bureau, Nat m'a serré dans ses bras. J'ai pleuré, non plus à cause de Rachel, mais pour le deuil de la famille idéale que j'avais imaginée et qui ne serait jamais. J'ai pleuré pour Hugo et Elodie et les liens parfaits qui nous avaient été volés. À l'occasion d'un rendez-vous chez le pédiatre, la docteure a confirmé que Lily était en excellente santé et atteignait tous ses jalons. J'ai demandé qu'elle note explicitement dans le dossier que Lily montrait des signes de soins excellents et d'attachement à sa mère, sans aucune préoccupation concernant l'environnement familial ou la qualité de l'éducation. 2 jours plus tard, Hugo a appelé, sa voix formelle. J'ai accepté qu'il vienne nous voir le samedi après-midi pour 2 heures, avec des règles très claires. Aucune surprise, aucune mention de Rachel, et un départ immédiat si nous le demandions. Ils ont accepté tout. La visite a été tendue au début, mais s'est adoucie dès qu'ils se sont concentrés sur Lily. Pour la première fois, personne n'a défendu Rachel ou minimisé la situation. Nat a admis après coup que c'était difficile pour ses parents de respecter ses limites qu'ils n'avaient jamais eu à considérer auparavant. J'ai trouvé du réconfort dans un groupe de soutien pour les mères confrontées à des membres de la famille qui ne respectent pas les limites, ce qui m'a fait réaliser que mon instinct de protection était sain. Mes amis, menés par Nathalie, ont organisé une fête pour célébrer les mères fortes. J'ai passé 3 heures à rire et à me sentir soutenue, me rappelant ce que c'était que de simplement célébrer ma fille sans le drame. J'ai pleuré de joie pour la première fois depuis des mois. 4 mois après la médiation, j'ai autorisé Rachel à envoyer des cadeaux pour les étapes importantes de Lily via sa thérapeute, à condition qu'ils ne contiennent aucune note et qu'ils ne soient pas une tentative d'entrer dans nos vies. Malheureusement, l'accord fut rompu. Alors que j'étais au parc avec Lily et Nathalie, mon amie Maria m'a averti. Rachel était assise dans sa voiture de l'autre côté de la rue, nous regardant. J'ai paniqué. Elle nous avait suivis ou avait eu accès à notre emploi du temps. J'ai appelé Christina immédiatement. Elle a confirmé que c'était l'escalade qu'elle craignait. Elle a déposé la demande d'ordonnance d'éloignement que nous avions préparée. Le juge a examiné toutes les preuves accumulées, y compris les enregistrements et l'incident de harcèlement au parc. L'ordonnance a été accordée. Rachel devait rester à au moins 500 pieds de nous, de Lily et de nos lieux de fréquentation habituels. En sortant du tribunal, j'étais soulagée, mais triste. Rachel avait fait cela à elle-même en refusant les limites. Hugo et Elodie sont venus, anéantis. Nat, sans s'excuser, leur a dit que Rachel s'était imposé cette situation en nous harcelant après qu'on lui ait donné une chance. Lorsqu'Hugo a tenté de parler de la compassion due à sa maladie, Nat l'a coupé, affirmant que c'était précisément leur habitude de trouver des excuses et de la protéger de la réalité qui avait permis à la situation d'escalader jusqu'à la tentative de prendre notre bébé. Après un long silence, Hugo a admis que Nat avait raison. Ils ont décidé de suivre une thérapie pour gérer leur culpabilité. 5 mois après mon ultimatum, notre couple fonctionnait à nouveau comme une équipe. Nat avait fait ses preuves par des centaines de petites actions, mais une cicatrice demeurait. Je me réveillais parfois la nuit en repensant à son acquiescement aux mensonges de Rachel. Nat était conscient de cette blessure et s'engageait à passer le reste de sa vie à regagner ma confiance. Grégory nous a aidés à formaliser cette réalité. Nat devait accepter que son acte ait eu des conséquences permanentes sur notre mariage et que j'aurais besoin de réassurance continue. Il l'a accepté sans discuter. Ma mère est repartie, mais pas avant d'avoir dit à Nat qu'il ferait mieux de ne jamais lui donner une raison de revenir nous chercher. Nat et moi devions maintenant construire notre famille sans elle comme tampon. J'ai recommencé à fréquenter des cours de bébé au centre communautaire, appréciant les conversations normales avec d'autres mères. Nat, se sentant coupable d'avoir manqué les débuts, a pris un congé paternité qu'il avait sauté auparavant, afin de partager le temps de qualité avec Lily. La thérapeute de Rachel nous a informé qu'elle déménageait dans un autre état pour un traitement intensif spécialisé. Elle avait accepté qu'elle n'aurait jamais de relation avec Lily. J'ai ressenti un immense soulagement. J'ai autorisé les parents de Nat à reprendre des visites régulières le dimanche après-midi à la maison,
car ils avaient montré leur engagement à respecter les règles. J'ai commencé à écrire un journal pour traiter mon traumatisme et avoir un compte-rendu si jamais Lily demandait des explications sur sa tante. 6 mois après le début du chaos, Lily s'épanouissait. J'ai commencé à relâcher ma surveillance excessive, hypervigilance, pour laisser place à la prudence parentale normale. Nat a suggéré un premier rendez-vous en amoureux depuis la naissance de Lily. Il a parlé de l'avenir et de l'idée d'un autre bébé. Je lui ai dit que je n'étais pas encore prête, mais j'ai cru sa promesse de ne plus jamais laisser personne menacer notre famille. En me regardant dans le miroir, j'ai réalisé que j'étais devenue quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui pouvait enregistrer, menacer de divorce et obtenir une ordonnance d'éloignement contre sa belle-sœur. La force ne venait pas de la facilité, mais de la peur pure, mélangée à un amour si féroce qu'il m'a transformée. J'avais appris à faire confiance à mon instinct, même lorsque ma famille me disait que j'avais tort.